Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Discussion acceptée par les djihadistes avec l'État malien, mais sous condition du retrait total des troupes françaises de l'opération Barkhane. Une condition qui rend difficile la mise en place du dialogue entre les chefs islamiques et les autorités maliennes. Un climat tendu entre les acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Les exportateurs locaux continuent de reprocher aux multinationales de réduire les profits pour les agriculteurs, ce qui amène à des tensions et des cris de colère de la part des acteurs locaux. Et en fin d'édition, découverte de Croire en soi, ce livre des journalistes sénégalais Mody Diop et Amadou Bator Diang retrace le parcours de grands entrepreneurs sénégalais. Un livre qui a pour but de motiver les jeunes du pays à voir l'entrepreneuriat comme une solution à leur chômage et pour que ces grands noms d'entrepreneurs ne tombent jamais dans l'oubli. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a choisi une nouvelle date pour la tenue du double scrutin législatif et référendaire dans le pays, soit le 22 mars 2020. En fin février, le référendum constitutionnel couplé à des législatives avait été repoussé au dernier moment par le chef de l'État Alpha Condé sous la pression de la rue et après des réserves de la communauté internationale. Les partenaires de la Guinée avaient estimé que les conditions pour la tenue d'élections équitables n'étaient pas réunies en raison notamment de près de 2,5 millions d'électeurs jugés problématiques car inscrits sans aucune pièce justificative. La date du 22 mars devra encore passer l'obstacle de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, avant d'être éventuellement avalisée par le président Alpha Condé. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM se dit prêt à négocier avec l'État malien. En contrepartie, il exige le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane. Face à cette condition, les autorités maliennes ainsi que les partenaires étrangers s'opposent à un non-vouloir. Plusieurs analystes interprète ce processus de dialogue initié par l'État malien comme une tentative de couper les réseaux djihadistes transnationaux qui sévissent dans le pays. Plus de précisions dans ce sujet de Philomène Tine. Dans un communiqué rendu public, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se dit prêt à engager des négociations avec le gouvernement malien. Toutefois, la condition sine qua non est le retrait des forces françaises Barkhane et celle de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les mouvements terroristes internationaux sont déjà suffisamment implantés au Mali, mais il est également évident que nous avons au Sahel et surtout au Mali des djihadistes qui ont les plus longues espérances de vie. C'est la preuve que la lutte armée n'aboutit pas. Cependant, le président Ibrahim Boubacar Keïta estime que mettre un terme aux opérations Barkhane ou à celles de l'Organisation des Nations Unies n'est pas envisageable. En outre, le gouvernement malien a récemment tenté l'ouverture d'un processus de dialogue avec les deux chefs djihadistes, Iyad Ajgali et Amadou Koufa. Si vous avez suivi, le gouvernement malien a dit « nous voulons négocier, mais pas question de revenir sur la laïcité, sur la forme républicaine et sur la démocratie ». Et de leur côté, les djihadistes disent « oui, nous voulons négocier, mais à condition que les forces étrangères s'en aillent ». Il est évident aujourd'hui que le gouvernement ne peut pas s'offrir le luxe de laisser partir la force Barkhane, mais le simple fait qu'il pose des conditions est un bon signe. Certains analystes ont conclu que le résultat escompté par le gouvernement malien en lançant un processus de dialogue est de couper les réseaux djihadistes transnationaux comme Al-Qaïda et État islamique dans le Grand Sahara. Ce dernier opère au Mali, au Niger et au Burkina Faso, entre autres. Toujours dans l'actualité, la conférence nationale interlibyenne de réconciliation se tiendra au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Une décision des membres du groupe de contact de l'Union africaine, à savoir les présidents du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud et du Tchad, le président de la Commission de l'Union africaine et des représentants de l'ONU, ainsi que des membres des gouvernements algériens et égyptiens, tous réunis à Oyo, au nord du Congo,
Congo ce jeudi 12 mars. Le groupe de contact s'est penché entre autres sur les modalités pratiques de la tenue de la conférence, ainsi que sur les termes de référence de la commission préparatoire, l'identification des participants et sur le budget prévisionnel. Les dirigeants africains ont également condamné la dégradation du climat sécuritaire en Libye et la violation actuelle de l'embargo des armes. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, le RHDP, le Rassemblement des Oufouillettistes pour la démocratie et la paix, a désigné son candidat pour son élection présidentielle du 31 octobre. Sans surprise, il s'agit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a été désigné par consensus ce jeudi 12 mars à l'occasion d'un conseil politique extraordinaire du parti, initialement prévu pour choisir un mode de désignation et expliquer aux militants le choix d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. À 61 ans, Amadou Gon Coulibaly incarne pour Alassane Ouattara cette nouvelle génération que le président ivoirien souhaite voir accéder au pouvoir. Premier ministre depuis 2017, cet ingénieur de formation pourrait bien être le futur président de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le climat est tendu entre les acteurs de la filière cacao. Les exportateurs locaux continuent de reprocher aux multinationales de siphonner le secteur au détriment de leur production qui passe donc en deuxième position sur le marché. Depuis octobre 2019, ces multinationales ont récupéré 800 061 097 tonnes de fèves, soit 52,4% du total de la production. Les précisions dans ce sujet de Ange Bijou-Noménio. Les multinationales se taillent la grosse part du cacao ivoirien. D'octobre 2019 à fin février, elles ont récupéré 861 097 tonnes de fèves de cacao, soit 52,4% du total. Les exportateurs locaux, eux, sont à la traîne depuis que les activités du géant du négoce ivoirien SAF Cacao ont chuté. Que les multinationales usent de leur poids financier. Puisque les négociants sont faibles, que peuvent-ils faire? Donc, ils subissent généralement le dictat des multinationales qui sont vraiment incontournables. Mais là aussi, vous voyez, le problème vient des organisations de régulation qui a un devoir de réguler le secteur du café et cacao. Une crise avait éclaté fin février entre les exportateurs locaux et les multinationales. Ils reprochent à ces dernières de rafler tout le cacao ivoirien sans rien laisser aux acteurs nationaux. Le Conseil café-cacao n'a jusque-là pas encore tranché sur la question. C'est qu'il faut revoir le système de régulation même au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Il faut donner la parole, il faut donner la force et le pouvoir aux producteurs eux-mêmes à travers les structures qu'on appelle l'interprofession. Et qu'ils aillent discuter, parce que là, ils ont des moyens de pression. Si vous ne voulez pas, nous, on ne produit pas. Nous, on ne vend pas. Et sans que les producteurs ne vendent pas, les multinationales n'ont rien. Une organisation de régulation, elle a quel moyen de pression? Elle n'a pas de moyens de pression. Donc moi, je pense qu'il faut changer les instruments de combat. Il faut plutôt donner plus de pouvoir. Il faut réorganiser la filière cacao en Côte d'Ivoire. Il faut donner le pouvoir à l'interprofession. C'est depuis 2017 que la marginalisation des exportateurs locaux dure. La production de la fève, elle, continue d'augmenter pour atteindre les 2,2 millions de tonnes. La coopération Sud-Sud préoccupe bon nombre d'États africains. Cette coopération qui découle de l'adoption du plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement est un système de collaboration entre les pays les moins avancés, situés pour la plupart au sud de la planète. Le Maroc s'est engagé dans cette coopération à travers plusieurs actions menées avec différents partenaires africains. Des actions qui plaident une solidarité en faveur d'un développement de l'Afrique, placée comme priorité de l'action diplomatique du pays. Plus de précisions dans ce sujet de Amenedji. Changement climatique, santé, sécurité alimentaire et formation, ce sont les 4 axes de coopération au cœur des préoccupations en Afrique. Ainsi, des stratégies tournant autour de l'importance accordée à la coopération Sud-Sud pour le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la facilitation des échanges entre les pays sont mises en place par le Maroc afin de répondre aux besoins des populations africaines. Ce que le Maroc a acquis, il est prêt à le partager humblement avec les pays en développement, qu'ils soient africains, arabes, asiatiques, quelle que soit leur taille. Le Maroc, en tant que pays en développement, qui fait face aux mêmes problématiques, a su développer des réponses
appropriée marocaine à ces défis-là. La priorité est ainsi donnée aux différents mécanismes pouvant remédier aux impacts négatifs des changements climatiques qui ne cessent d'empirer dans les pays du Sud et les pays insulaires menacés dans leur existence. On a vu comment le Maroc est aujourd'hui à l'avant-garde en ce qui concerne le recours à l'énergie propre. On a vu comment le Maroc est considéré par les Nations Unies comme un des pays où l'économie est de plus en plus décarbonisée. On a vu également comment le Maroc traite les problématiques du littoral, du problématique de la rareté des ressources en eau. Toutes ces questions-là sont des questions qui se posent avec acuité. Demeurant la pierre angulaire de la politique étrangère marocaine, en tant que choix reposant sur la consolidation des relations avec les pays amis dans l'hémisphère sud, la coopération sud-sud s'oriente vers les initiatives novatrices en vue de promouvoir la solidarité mutuelle. Lancement d'un nouveau projet de renforcement de la résilience climatique à Dakar, au Sénégal. Un nouveau projet qui vise notamment les communautés rurales du Sahel face au changement climatique par la mise en place d'équipements et d'infrastructures modernes. Ce projet intervient en tant que réponse aux différents aléas dont sont victimes les cultures comme la sécheresse, des changements climatiques qui mènent à une chute de la production au plan sous-régional. Un sujet de Amenedji. Financé par l'Union européenne et sous la direction du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, le projet renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles en amélioration des plantes pour le développement de cultures résilientes sera mis en œuvre au Sahel. L'objectif est de répondre aux besoins des paysans d'Afrique de l'Ouest tout en adaptant les pratiques agricoles à la demande du marché. Dans le cadre du programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, nous avons réalisé des progrès substantiels dans la mise en place des infrastructures de recherche sur les céréales au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau projet de renforcement de la résilience est une autre façon d'apporter une meilleure approche à la coordination de la sélection variétale au niveau régional et national, en plaçant les sélectionneurs du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal au cœur de l'action pour développer et moderniser les pratiques de sélection. La mise en place d'un tel projet rentre dans ce cadre en réalité pour permettre aux États africains de renforcer les résiliences climatiques en matière de politique d'adaptation et d'atténuation liée aux aléas climatiques, évidemment en tant que tel. Beaucoup de pays déjà ont mis en place des organes nationaux dans le cadre de la politique environnementale, avec des systèmes de suivi et d'évaluation éclatés sur 4 secteurs stratégiques. Vous avez le secteur de l'eau, l'énergie, le transport et l'agriculture. Et beaucoup de pays déjà ont mis en place des organes nationaux dans le cadre de la politique environnementale. Sur une période de 5 ans, 40 000 bénéficiaires directs seront atteints. À noter que le projet offre une opportunité aux pays bénéficiaires de moderniser leur programme de sélection de variétés de différentes cultures et de renforcer les systèmes de semences. Croire en soi, ce livre des journalistes sénégalais Mody Diop et Amadou Bator Diang retrace le parcours de grands entrepreneurs sénégalais pour inspirer les jeunes à se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Les deux journalistes voient en l'entrepreneuriat une solution au chômage de masse que subissent plusieurs Sénégalais dans leur pays. Le second objectif de ce livre est de rendre hommage à ces pionniers de l'entrepreneuriat au Sénégal pour qu'il ne tombe jamais dans l'oubli. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Ce livre, Croire en soi, des journalistes sénégalais Mody Diop et Amadou Bator Dieng retrace le parcours de grands entrepreneurs sénégalais dont l'exemple peut inspirer leurs plus jeunes compatriotes. Ils se sont lancés sans complexe dans l'aventure entrepreneuriale dans les domaines de l'agrobusiness, de la santé, de l'énergie ou de l'immobilier, avec comme objectif de rendre accessibles à tous des biens essentiels et de servir la communauté. Avant, nos sociétés étaient, bâties, étaient organisées suivant le mode du partage. Les uns allaient pêcher, chasser, la pêche, on ramenait le tout et on partageait. Au fil du temps, le diplôme est arrivé avec la colonisation qui donnait accès donc aux emplois dans l'administration. Mais très vite, le diplôme a montré ses limites. Par contre, il est une valeur qui, elle, est restée constante, c'est l'entrepreneuriat.
Mam Cheikh Anta Mbacké, El Hadji Djily Mbaye, Bara Mboup, Rokhaya Sall, Dior Diop, Mam Fatou Kairé ou encore Babacar Ngom. Selon les auteurs, ces derniers considérés comme des précurseurs sont partis de rien et souvent issus de familles modestes. Leur intelligence et leur volonté leur ont permis de se hisser au plus haut sommet. Et il est aussi important, sinon plus important que le premier, c'est de donner ces gens comme modèle, de donner leur parcours comme modèle à la jeunesse pour qu'ils puissent s'en inspirer. L'un des objectifs de ce livre de 121 pages est de donner une seconde vie et d'assurer une traçabilité aux actions et expériences de ces entrepreneurs pionniers dont certains sont tombés dans l'oubli. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.